Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Et dans cet épisode du jour, je vais parler tout seul parce que j'ai eu pas mal d'invités. J'ai plusieurs épisodes d'avance d'invités, mais je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un épisode tout seul. Donc pour le sujet de l'épisode, il m'a été suggéré par Romain, avec qui je vais faire probablement plusieurs épisodes. Et ça va être comment se créer une belle rat race. Je trouve que le sujet, il est super drôle et en plus, on a souvent pas mal d'exemples autour de nous. Donc, j'ai essayé sur base de mes expériences professionnelles, personnelles et de mon entourage, de créer une sorte de tendance sur comment se créer la plus belle rat race possible. Avant de démarrer, je vous fais un petit point sur mes investissements et autres. Alors, pour le Club Invest, donc si vous voulez acheter un bien rentable, votre premier bien rentable, avec moi, c'est Michel, on vous accompagne. Donc, on a nos premiers membres, on est super ravis de les accueillir et on espère qu'ils vont avoir des bons résultats. En tout cas, on fait tout pour. Pour le reste, ça a été une semaine. Donc là, j'enregistre, on est dimanche 5 décembre. Ça a été une semaine ultra compliquée en termes d'investissement. Vendredi soir pour les cryptos. Je me suis remis pas mal dans les cryptos depuis que j'ai interviewé Nathan, donc je vous invite à écouter l'épisode si c'est pas encore fait. Je me suis remis pas mal dans les cryptos. Vendredi, on s'est pris un flash crash ou je sais pas comment ils appellent ça. Donc il y a eu le Bitcoin, il a perdu 10 000 dollars, je pense, dans la nuit. Et toutes les autres cryptos, elles ont pris moins 20%. Là, ça se relève doucement, mais on n'est pas au top. La bourse, j'avais essayé, puis je vais toujours continuer à adopter la technique de Jean Aimé là pour faire 2 à 5% par mois. Il s'avère que donc en fait vous prenez pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode ou qui s'en rappellent plus, en fait on vend des puts, donc les puts on les vend, ce qui signifie que quand les cours ils baissent, la valeur du put qu'on a vendu augmente et au bout d'un moment, en général quand la valeur fait x2, faut la déboucler. Vendredi soir, j'ai reçu les alertes sur mon téléphone que j'avais 2 positions qui étaient vraiment pas en forme. Elles ont perdu, c'est des actions, il y en a une, elle a perdu 10% dans la journée. Pas de chance, j'ai dû déboucler. Donc c'était pas forcément une super semaine d'investissement. Et il m'est arrivé quelque chose qui m'est encore jamais arrivé, mais bon, il y a une première fois à tout. Vendredi dernier, donc il y a 2 jours, je devais signer pour un appartement. Ce que je fais toujours et ce que je vous invite à faire, j'avais fait un épisode là-dessus sur la dernière ligne droite. Je suis allé voir l'appartement juste avant, je suis allé voir le garage. Moi, je prends toujours une photo du garage, notamment quand c'est des grandes copropriétés, parce que on pense qu'on s'en rappelle, mais en fait, on s'en rappelle plus de quel box c'est exactement. Surtout une fois que vous avez eu un locataire pendant plusieurs années, allez vous rappeler de quelle place il s'agit exactement. Donc, j'avais fait une photo, donc vraiment une demi-heure avant l'acte du garage. Et ensuite, quand on est chez le notaire, donc chez le notaire avec Michel, mon associé, la notaire, on s'entend super bien. C'est toujours un peu un moment, franchement, c'est un moment vraiment agréable. Et mais bon, on fait quand même attention à ce qui se passe. Et là, je vois que quand elle nous montre les plans, qu'en fait, c'est pas le garage qu'on visitait qui allait avec l'appartement qu'on était en train d'acheter. En fait, on avait visité le 2e garage, je pense, et sur le plan, c'était le 3e garage. Donc, heureusement, je m'en suis aperçu parce que la notaire, elle a dit, bon, vous avez 2 solutions. Soit le locataire, le propriétaire vendeur, il s'en occupe pour régler ça. Soit on continue à signer et après, vous allez vous arranger vous. Donc, inutile de dire que nous, on n'avait aucune envie d'aller toquer au garage d'à côté. Vous savez pas sur qui vous allez tomber. Ça peut être peut-être un vieux ronchon qui a son garage. Ça faisait au moins 15 ans qu'ils avaient visiblement échangé les garages. Ça peut être un vieux ronchon qui va pas vouloir bouger. Ça peut être un locataire qui paye plus. Donc, allez vous amuser à faire ça. Quelqu'un qui a peut-être fait des aménagements dans son garage. Enfin bref. Du coup, les fonds, ils étaient chez le notaire. Tout était prêt. J'avais même acheté des chocolats pour l'agent IMO, le vendeur et la notaire. Et je leur ai filé quand même. Hein. Mais tout était prêt pour signer. Et puis nous, on a dit non, d'abord régler ce problème. Et puis, ça se trouve, ça peut se régler super facilement en échange de garage. Mais on n'a pas forcément envie de s'en occuper, quoi. Donc voilà, signature suspendue. Normalement, le notaire renvoie les fonds à la banque. Hein, si ça,
Moi, je savais pas que ça se passait comme ça. J'avoue que c'est la première fois que j'ai une signature suspendue. Donc, probablement que lundi ou mardi, les fonds ils vont retourner à la banque et du coup, j'espère que ça va un peu suspendre le remboursement. On avait un petit différé sur cet appartement. On verra bien. On verra bien, mais ça arrive, donc je le dis et je le répète et je le répète. Lisez les documents que vous signez quand vous achetez un appartement, quand vous signez un compromis. Lisez les documents, c'est hyper important et faites attention. La notaire, avec tout le, comment on va dire, le notaire, normalement, c'est quand même gage de, il vous donne une certaine assurance sur ce que vous achetez, mais le notaire va jamais aller voir le bien que vous achetez. Donc, elle peut pas, à aucun moment, même si ça avait été la notaire la plus, je sais pas comment on peut dire, qui avait mis les diligences nécessaires en place les plus élevées, elle aurait pas été voir l'appartement, elle aurait pas été voir le garage qu'elle a avec l'appartement, et elle aurait pas pu savoir qu'on était en train de signer pour le mauvais garage. Donc, l'immobilier, c'est des responsabilités. Prenez vos responsabilités. Ne vous appuyez jamais sur les autres, encore moins sur des gens qui ont un intérêt à ce que vous signez. Donc voilà, je pense que ça va se régler rapidement. Peut-être que ce sera que pour l'an prochain. On verra bien. Voilà, on attaque donc avec l'épisode du jour. Juste avant de démarrer, merci à Régis qui m'a mis un super bon commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à l'imiter. Et si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, si vous êtes sur Spotify, Deezer ou que sais-je, et que vous avez un compte Instagram, vous faites un petit print screenshot de l'épisode que vous êtes en train d'écouter, vous le partagez sur les réseaux et ça me fera super plaisir et c'est ça qui me pousse à continuer. Là, on est dimanche matin, il est 11h, j'aurais pu regarder téléfoot en pantoufles, en buvant de l'accro, comme les vieux de la vieille. Et ben non, je suis en train d'enregistrer le podcast. Voilà, on est parti, on se retrouve après le jingle. On est parti pour l'épisode du jour, donc encore merci à Romain, plus connu sous Dalseco sur Instagram, qui me fait très souvent des retours sur mes podcasts. Donc chaque fois que j'ai des retours, je suis super ravi. Et donc c'est Romain qui m'a proposé ce sujet d'épisode. Donc on va traiter de comment se créer une belle rat race. Donc la rat race, c'est un concept qui est assez connu dans tout ce qui est indépendance financière et ou FIRE, il y en a qui parlent de FIRE. Mais donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant, la rat race, donc je prends la définition Wikipédia, la rat race symbolise la course de l'homme moderne après le temps, un meilleur salaire, un meilleur statut social, pour en définitive consommer afin de compenser le vide existentiel qui subsiste. Donc c'est de ça dont on va parler, donc c'est comment se créer une belle rat race, et ensuite on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut en sortir. Alors j'ai mis plusieurs étapes, est-ce qu'elles sont dans l'ordre ou pas, j'en sais rien, mais je vais vous les présenter à ma façon. Donc la première étape numéro 1, c'est je pense de choisir un secteur d'activité qui est peu rémunérateur ou un statut ou alors qui est précaire. Donc en fait pour sans faire de spoil, mais le meilleur moyen de sortir de la rat race, c'est de pouvoir investir à un moment. Donc si vous choisissez un secteur qui est peu rémunérateur ou un statut précaire, donc il n'y a pas forcément besoin de faire des études. Après, quoi qu'on en pense, moi je reste persuadé que faire des études, c'est quand même un bon moyen de trouver des métiers qui payent un peu mieux que, même si c'est pas une garantie à 100% d'avoir un salaire beaucoup plus élevé, mais c'est quand même les études en France, ça permet déjà, en fait, quand on a fait des études, c'est parfois compliqué de trouver un métier, donc quand on n'en a pas fait, ça peut être encore plus difficile. Donc soit si vous trouvez un métier qui est peu rémunérateur, en fait le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez consommer la totalité de vos revenus juste pour survivre, en fait. On voit bien que les loyers ils font que monter, là on parle du gaz, de l'électricité, mais tout augmente et aussi nos besoins augmentent. Donc il y a 20 ans, on n'avait pas besoin forcément de téléphone, de Uber Eats et de Deliveroo. Et puis maintenant, on dépense beaucoup d'argent là-dedans. Pareil, avant qu'il y ait les low cost, la plupart des personnes partaient pas en avion. Là, on part en avion, voilà. Enfin, donc nos besoins, ils augmentent au fur et à mesure de l'évolution de la société. Et donc si vous avez des revenus qui sont faibles,
ou alors un statut qui est précaire. Donc ça peut être, je pense par exemple aux artistes, aux gens qui sont intermittents. Alors bon, là vous avez, ça peut être compensé par l'État, mais les intérimaires, etc. Votre vie, elle va être déjà compliquée pour vous créer une rat race. Donc ça, c'est, si j'ai un premier conseil à donner, c'est éviter d'avoir ce type de situation, parce que là, vous êtes parti pour que ça dure. Et en fait, si vous avez aussi des emplois qui sont peu rémunérateurs, parfois, c'est des emplois où on a du mal à progresser, en fait. Euh, et donc, vous allez pas avoir vraiment de perspective pour dépasser ça. Et en fait, il y a un concept que j'aimais bien, c'était l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Donc c'est un super bon livre où il explique dedans que lui, il veut pas rouler en Lamborghini à 60 ans quand il pourra plus monter dedans, mais qu'il veut de l'argent tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des métiers qui ont pour beaucoup du sens, par exemple dans le social, dans l'humanitaire ou même dans l'artistique. Je peux très bien comprendre que on ait une fibre artistique et qu'on veuille la développer. En fait, lui, le conseil qu'il donne, c'est faites de l'argent, peu importe à la limite le moyen, bon, faut que ce soit légal bien sûr. Et ensuite, après, vous pourrez être beaucoup plus impliqué, avoir beaucoup plus d'impact dans votre, par exemple, dans l'humanitaire. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Quelqu'un qui va aider dans un pays pauvre à lui tout seul, ou Bill Gates qui envoie, je sais pas moi, je crois que sa fondation, c'est plusieurs milliards qu'ils envoient chaque année pour améliorer les conditions des pays pauvres. Alors voilà, c'est pas, je vous dis pas d'être Bill Gates, je vous dis pas de faire la même chose que lui, mais on voit bien que si vous voulez, en fait, quand vous avez des moyens, vous pouvez avoir beaucoup plus d'impact. Donc c'est très bien d'avoir des vocations, un sens artistique ou quoi, mais je pense que ça peut vite vous créer des problèmes ou vous créer une vie peut-être un peu en marge de ce que vous auriez voulu que ce soit. Donc si ça vous convient, tant mieux. Mais sinon, essayez assez rapidement d'avoir un métier qui paye correctement et aussi de manière stable. Ça vous permettra de faire d'autres choses et de pouvoir développer d'autres projets quand vous aurez une assurance là-dessus, quoi. Si vous savez pas comment vous allez manger demain ou vous loger, je pense que quitter la rat race, c'est pas le premier de vos soucis, quoi. Alors le deuxième point qui vient tout de suite à l'esprit, c'est dépenser tout l'argent qu'on a dans son train de vie sans rien épargner. Alors ça peut arriver, donc si vous avez des revenus qui sont faibles, mais ça peut également arriver pour des gens qui sont très très aisés, qui ont des bons revenus. J'ai déjà entendu, par exemple, quelqu'un me parlait, elle était courtière en crédit immobilier, qu'elle avait un médecin à la retraite qui avait des revenus de, je crois que c'était, elle me disait 5 000 euros par mois. Et en fait, rien que ses dettes, c'était déjà 6 000 euros par mois. Donc il avait donc vous voyez un peu le train de vie qu'il a dû avoir toute sa vie. Donc c'est probablement qu'il gagnait déjà plus que 5 000 euros par mois si c'est sa retraite. Et malgré ça, arrivé à l'âge de la retraite, il a plus de dettes que de revenus. Et ça peut donc vraiment arriver, je pense, à plein de personnes. Donc on pense aux personnes qui sont précaires, forcément, si vous voulez juste manger, vous loger. Et ben, c'est des choses sur lesquelles il est difficile. Au bout d'un moment, on va rogner, mais il y aura une limite. Mais en fait, peu importe votre niveau de revenu, ça peut être des revenus très très élevés. Vous pouvez vite avoir des grosses dépenses, ne pas compter l'argent. Je pense notamment, les médecins, c'est un bon exemple parce que j'en connais quand même plusieurs qui ont, en fait, ils ont la compétence dans un domaine, mais parfois ils peuvent penser l'avoir dans tout. Ou alors, vu qu'ils cherchent pas vraiment les clients ils viennent à eux tout le temps. Eh ben, ils vont pas réussir à faire bien la part des choses. Et quand vous commencez à gagner beaucoup d'argent, il y a plein de choses qui coûtent pas grand chose pour vous. Et en fait, on va aller multiplier, et on va perdre le fil. En fait, on sait pas combien on dépense, on sait pas exactement combien on gagne. J'ai un bon ami à moi, sa sœur, elle est médecin. Bon, elle est assez frugale, mais elle lui expliquait qu'elle sait pas combien elle gagne. En fait, elle se verse un petit salaire chaque mois, et puis à la fin de l'année, elle regarde ce qui reste, quoi. Donc, voilà, ça peut vite arriver, en fait, de dépenser tout l'argent qu'on a dans son train de vie. Donc, on va voir un peu le type de dépenses qu'on peut faire, mais ça, il faut y faire attention, peu importe vos revenus. Et j'avais interviewé, je pense que c'était Thomas de Mon Budget Zen qui avait
lui interviewait le traducteur du livre The Millionaire Next Door. Et dans ce livre, que je vous conseille bien sûr de lire, en fait, il parle des médecins, des chirurgiens et des avocats, et je sais plus de quelle autre profession. Et il explique que ces médecins, ils ont souvent moins de patrimoine que par exemple l'infirmière qui travaille pour eux. Parce qu'en fait, bon, c'est aux États-Unis, mais on peut quand même très vite faire le parallèle avec la France. Aux États-Unis, les médecins, ils ont en fait, c'est privé, souvent les chirurgiens, ils ont une clinique privée. Et du coup, ils doivent être tout le temps dans un peu le show-off, montrer ce qu'ils ont pour que les clients, ils soient rassurés pour quand ils viennent chez eux et qu'ils se disent, on se fait opérer par le meilleur. Et ça peut arriver dans plein de professions. Je sais pas si par exemple vous êtes avocat. Imaginons que vous devez embaucher un avocat et que l'avocat, il se pointe dans, je sais pas, une 206 toute pourrie, qu'il a un bureau tout glauque. Vous allez pas lui faire, vous allez moins lui faire confiance que si c'est quelqu'un qui respire un peu la bonne fortune. Vous allez vous dire, lui, il fait bien son métier, etc. Alors qu'en fait, ça a quasiment pas de lien. Mais je veux dire, tout le monde va faire ça. Si vous êtes en train de jouer votre vie sur un procès super important, vous avez pas envie d'embaucher quelqu'un qui respire pas, en fait, cette bonne santé financière, quoi. Et donc, pour eux, c'est forcément un coût de maintenir tout le temps ce train de vie. Alors, le troisième point, c'est en fait s'endetter en quelques années pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc ça, c'est quelque chose... j'avais lu une fois une citation, c'était l'être humain, je sais plus comment on disait, genre à 20 ans, il se crée sa prison pour les 30 prochaines années. Et c'est ce qui arrive souvent, en fait, quand on commence à travailler, on va pouvoir lever de l'argent. Donc, sauf si vous n'avez pas respecté les 2 premières étapes, à savoir tout dépenser et avoir des revenus faibles. Mais sinon, vous allez pouvoir lever de l'argent. Ça peut être pour votre résidence principale, ça peut être pour des voitures. Et en fait, en quelques années, vu que vous avez accès à tout le crédit et que vous partez de zéro, en quelques années, vous allez pouvoir vous coller des emprunts sur le dos sans fin, en fait. Enfin, pas sans fin, mais je veux dire pour des montants qui sont déjà beaucoup plus élevés que l'argent que vous avez gagné à présent. Et ça peut vite nous faire prendre des mauvais choix. On va aller à la banque, elle va nous dire, écoutez, si vous voulez, vous pouvez emprunter, vous rembourser 1 000 € par mois. Donc, vous avez le droit d'emprunter pour 200 000 €. Et ensuite, vous allez passer les 20 prochaines années à rembourser cet emprunt. Et donc, c'est vraiment la question qu'il faut se poser quand on commence à travailler. Et c'est pas facile parce qu'on part de zéro. Souvent, si vous avez été étudiant, vous avez un peu vécu dans des petits studios, des trucs qui sont un peu moyens. Et puis là, vous dites, je travaille beaucoup pour mon premier emploi, je vais avoir une carrière toute tracée. Et donc, j'ai le droit, je mérite ça. Et vous allez vous coller une voiture super chère sur le dos et vous allez vous mettre une résidence principale, pareil, en faisant peut-être des mauvais choix, parce qu'en fait, ce qui se passe à cette époque-là, c'est que vous avez aucune expérience. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont faire construire leur première maison. Mais faire construire une maison, c'est pas un truc inné, quoi. Donc, je veux dire, là, vous pouvez faire des mauvais choix, vous pouvez peut-être acheter la maison au mauvais endroit, vous dire que la route jusqu'au travail, c'est pas si loin, alors qu'en fait, vous apercevez après que c'est loin, mais sauf que vous avez mis trop de travaux dans la maison et que vous arriverez jamais à la récupérer, cet argent, en la revendant. Donc, quand on commence à avoir ses premiers revenus, il faut vraiment se poser des vraies questions et essayer de pas tout de suite se mettre au taquet de l'endettement. Sinon, c'est une belle rat race assurée. Ensuite, le point suivant, c'est vraiment un point que je vois souvent et faut avouer que même moi, je tombe parfois dans ces travers. C'est en fait se convaincre qu'on dépense pas trop parce qu'on n'achète pas des objets de luxe ou qu'on fait pas des dépenses qui sont complètement irrationnelles. Par exemple, vous pouvez avoir une voiture qui est classique, vous pouvez ne pas vous habiller chez Balmain, Gucci ou avoir des chaussures Crockett & Jones ou Louboutin. Et en fait, vous dites, ça va, moi j'ai pas des goûts de luxe, je dépense pas trop. Mais ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir en fait un problème de fréquence de dépenses et ça, on le voit beaucoup moins. Donc vous allez peut-être pas manger au resto étoilé tout le temps, mais vous allez manger 4 fois par semaine au restaurant. Vous allez pas partir en vacances en allant au Carlton ou que sais-je,
mais vous allez partir en vacances. Voilà, moi j'adore les vacances, je pars souvent et je dépense un peu en connaissance de cause, mais si vous partez en vacances 5, 6, 7 fois par an, eh ben ça va vous coûter plus cher que si vous partez qu'une fois. Et moi, ça m'arrive de partir avec des gens qui ont des revenus qui sont moins élevés que moi, mais qui partent beaucoup moins souvent. Et après, quand on est sur place, eh ben, en fait, on a vraiment le même niveau de dépenses parce que moi, je sais que je vais repartir plusieurs fois dans l'année et peut-être que eux, ce sera leur seul voyage de l'année. Donc, vraiment, sur le moment, ça, c'est super agréable parce qu'on n'a pas de conflit par rapport aux dépenses. Mais ensuite, si vous prenez le budget sur l'année, leur budget et mon budget, ben vous allez voir que mon budget, il explose par rapport à eux. Donc, faut quand même se poser la question, pas seulement de ce que vous dépensez pour un objet ou un service, mais aussi de combien de fois par an, par semaine, par mois, vous l'utilisez. Donc ça, c'est vraiment une dépense dont il faut que vous teniez compte. Et sinon, ben ça peut vite mettre votre compte épargne à mal. Ensuite, j'ai mis avec... ça, c'est vraiment un biais que je constate chez plein de personnes, notamment les gens qui ont des enfants. C'est en fait s'auto-convaincre que des dépenses sont justifiées. En fait, c'est beaucoup plus confortable de vous dire « Bon, je vais acheter un appartement qui est plus grand parce que les enfants, ils auront de la place. » Ou « Je vais m'acheter une maison avec un jardin, ce sera pour les enfants. » Je vais m'acheter une voiture qui est plus chère parce qu'elle sera plus sécuritaire et donc les enfants ils seront en sécurité. Là, je parle avec les enfants, mais ça peut être la même chose avec votre conjoint. En fait, vous justifiez vos dépenses et vos envies par le fait d'une tierce personne pour vous donner bonne conscience. Et ça, c'est vraiment, je pense, un des moyens les plus puissants de se créer une belle rat race. Par exemple, les enfants, à mon avis, je suis pas expert là-dedans, je suis pas François Dolto ou Carlos, mais voilà, les enfants, je pense que ce qu'ils ont besoin, c'est de passer du temps avec leurs parents et pas forcément d'avoir la maison la plus grande qui existe. Et ça, c'est vraiment un biais que je vois très souvent. Il y a pas très longtemps, j'ai un ami qui a un appartement qui est convenable et tout, qui vient d'avoir un enfant et qui me dit ouais, je suis en train de regarder pour déménager. En même temps, il commence à investir seulement. Et je lui dis mais si tu achètes un truc plus grand, en fait tu pourras plus investir quoi. Donc c'est vraiment faut se poser la question. Et puis en plus il peut y avoir peut-être des pressions extérieures si vous êtes investisseur mais que votre conjoint l'est pas du tout, bah forcément il va se dire ou elle va se dire bah on a les moyens d'aller dans un truc plus grand et ce sera mieux pour notre enfant. Et après ça va vous mettre vraiment ça va vous mettre un poids dont vous allez jamais réussir à vous défaire parce que ça va être super compliqué une fois que vous avez habité là-dedans d'expliquer si vous n'avez pas su dire non à votre conjoint au moment de l'achat, allez lui dire ben non en fait je vais investir donc faut qu'on déménage dans un truc plus petit, c'est quasi impossible. Donc ça, s'auto-convaincre que des dépenses sont justifiées, et ça peut être pareil pour je dis pas qu'il faut être radin, mais par exemple votre mère elle s'est sacrifiée pour vous et après vous allez commencer à dire ben voilà je dois lui rendre l'appareil et puis vous allez l'emmener à New York, vous allez l'emmener c'est vraiment des exemples que j'ai déjà vus quoi. Et pendant ce temps ben vous alors c'est très bien peut-être pour votre relation avec vos proches, mais pendant ce temps vous allez cramer tout l'argent que vous avez et vous allez pas pouvoir avancer pour sortir de cette rat race. Donc là en fait je reviens un peu à l'exemple de MJ DeMarco et l'autoroute du millionnaire. Peut-être que faire de l'argent d'abord et ensuite s'en servir pour faire plaisir à ses proches, pour rester plus proche d'eux et tout ça, c'est peut-être une meilleure solution que de tout de suite cramer l'argent et jamais pouvoir l'investir. Ensuite, pour se créer une belle rat race, un point qui est assez crucial, c'est s'entourer de personnes qui ont des revenus ou un train de vie qui est supérieur au vôtre. Alors, je sais qu'en fait, il y a une règle des 3 fois 33%, je sais pas si vous la connaissez, c'est genre un tiers des gens que vous fréquentez, ils doivent être un peu moins avancés enfin, en tout cas, quand vous êtes dans un domaine moins avancé que vous, comme ça, vous pouvez leur apprendre, partager votre savoir. Un tiers des personnes
que vous fréquentez, ils doivent être au même niveau que vous. Donc ça, en général, c'est par exemple votre conjoint ou vos amis proches. Et un tiers, ils doivent être au-dessus de vous. Ça peut être un peu des mentors. C'est souvent ce tiers qui est le plus difficile à trouver. Mais c'est pas parce que des gens ils ont des revenus plus élevés que vous, ça va être des mentors. Peut-être qu'ils ont eu un héritage, peut-être qu'ils ont fait, ils ont choisi un métier, ils sont tombés dans un métier qui est plus rémunérateur et donc c'est pas parce que vous allez traîner avec eux qu'ils vont vous pousser vers le haut forcément. Si c'est dans votre domaine, pourquoi pas, mais si c'est dans un domaine qui est complètement différent, eh ben ça va pas aller. Et par exemple, moi je connais quelqu'un qui à un moment sorti avec une notaire et il a dit que il arrivait pas à suivre quoi. Je veux dire. En fait, un truc, c'était pas que la notaire, elle était vénale, mais juste, il s'était mis un peu à son niveau de vie et il y a rien qui allait, quoi. Chaque soirée, ça coûtait, c'était boire des bouteilles de vin hors de prix, aller chercher le gâteau dans la pâtisserie la plus chère hors de prix. Et même si vous avez des bons revenus, vous arriverez jamais à suivre. Et pareil, je connais des gens qui s'entendent très bien, qui ont des amis qui ont une grosse pharmacie. C'est pareil, parfois, il leur propose de partir en vacances avec eux, mais il faut jamais y aller parce qu'en fait, leurs dépenses de vacances, si vous gagnez 2000 euros par mois, vous allez mettre des années à vous en remettre. Donc, c'est vraiment être conscient. Et puis, quand vous avez des proches ou des amis qui ont des revenus plus élevés que vous, et c'est à vous de faire la part des choses parce que eux, ils vont pas s'en rendre compte. Ça peut être vos meilleurs amis, ils vont jamais, déjà, ils vont pas forcément vouloir, je sais pas, admettons que moi je suis pharmacien, je fais tourner une pharmacie, c'est quand même un métier qui peut être assez fatigant. Si j'ai des bons revenus, ma seule semaine de vacances, c'est pas parce que je pars avec des amis qui gagnent moins que j'ai envie de me priver. Et donc eux, ils vont pas, même avec de la bienveillance, ils vont pas se rendre compte qu'ils vous font trop dépenser. Donc c'est à vous de savoir dire oui ou non. Vous pouvez aller au resto avec eux, vous pouvez les inviter chez vous. Mais quand vous sentez que si vous propose de faire de la course automobile avec lui, je sais pas, ça c'est peut-être le moment de dire non, que vous allez faire un autre truc avec eux, mais que ça vous allez pas pouvoir le faire. Et pour en arriver à l'extrême, moi j'avais un ami à moi quand j'étais au lycée, il a commencé à traîner avec des gens vraiment un peu à la jeunesse dorée et tout, et puis en fait pour réussir à les suivre, il a commencé à vendre de la drogue et il a fini en prison quoi. Bon, c'est un peu l'exemple extrême, mais on voit bien que en fait, avoir des fréquentations qui ont un train de vie qui est bien supérieur au vôtre, ça va forcément vous créer des problèmes. Et après, même s'il est légèrement supérieur au vôtre, en fait, votre niveau de vie va toujours, ils vont habiter dans un certain quartier, vous allez vouloir habiter là, ils vont vouloir partir en vacances à un endroit, vous allez partir là. Donc, posez-vous vraiment les questions en fonction de vos objectifs financiers et de l'endroit où vous voulez arriver, de vos fréquentations, de leur niveau et de vos niveaux de dépenses quand vous êtes avec eux. Alors ensuite, j'ai mis dans comment se créer une belle rat race, trouver tous les actifs trop chers et ne jamais investir. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent. C'est les prix, grosso modo, sauf exception, ils ont tendance à monter tout le temps. Je veux dire que ce soit l'immobilier, la bourse, en fait, tous les prix, il y a l'inflation. Alors quand vous corrigez, par exemple, on dit que en ce moment que l'essence est chère. Si vous regardez corriger de l'inflation, elle est pas plus chère qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais les actifs, les appartements, eux, clairement, ils sont plus chers, même quand on corrige ça de l'inflation. Alors après, c'est toujours difficile parce que à l'époque, les taux d'intérêt étaient plus élevés. Maintenant, les taux ils sont plus bas, mais les prix intrinsèquement ils sont plus élevés. Mais en tout cas, on a vite tendance. Le pire, c'est le marché des cryptos. Quand vous pensez que, je crois, en mars 2020, le Bitcoin il était à $30,000, à $3,000, et maintenant les gens, on a eu un peu peur quand il est passé de 50 à $40,000. Donc c'est en fait, on va toujours trouver que les actifs ils sont trop chers parce que c'est en fait l'ordre naturel des choses. Les prix ils augmentent, les banques centrales elles distribuent de l'argent à tout va, donc pour le même gâteau il y a plus d'argent, donc les prix ils montent. Et du coup on peut avoir tendance à se dire maintenant c'est trop cher, je vais pas rentrer à ce moment-là, et en fait on rentre jamais. Donc ça c'est vraiment, je pense, le gros point qui va vous faire passer à côté de super opportunités.
c'est que on dit toujours le meilleur investissement c'était il y a 10 ans, le deuxième meilleur c'est aujourd'hui. Au final on n'en sait rien, mais je veux dire, si vous rentrez jamais, là vous ferez jamais d'investissement et vous aurez jamais de revenus par rapport à ça. Donc les actifs sont chers, on le sait. Rentrez pas n'importe comment juste parce que c'est cher, c'est sûr. Mais je pense que c'est vraiment, il y a un moment où il faut y aller, quoi. Il y a un moment, nous c'est aussi pour ça qu'avec Michel on a créé le petit groupe là pour aider les gens à sauter le pas, parce qu'il y a un moment où il faut y aller, quoi. Ok, les prix sont plus chers qu'il y a 2 ans probablement, mais peut-être que dans 2 ans ils seront encore plus chers. Donc si vous y allez jamais, vous saurez jamais. Le point suivant, c'est ne pas chercher un emploi plus rémunérateur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué, c'est que peu importe son emploi, et même s'il y a alors à mon avis, tous les emplois, quoi qu'on veuille nous dire, tous les emplois, ou même si vous êtes à votre compte, même si vous êtes LeBron James ou Dominique Chapat, ou je sais pas, même si vous avez un job qui a l'air super sur le papier, tous les emplois, ils ont des problèmes. Alors il y en a qui ont des problèmes beaucoup plus grands que d'autres, mais je pense que dans tous les emplois, de temps en temps, il y a des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Il y a je sais pas, il peut y avoir de l'administratif, il peut y avoir du voyage interminable. Enfin, il y a toujours des points négatifs. Mais en tout cas, peu importe votre emploi, au bout d'un moment, ce qui se passe, que j'ai remarqué, c'est que on y trouve un certain confort. On commence à maîtriser ce qu'on fait, on connaît les gens autour de nous, et en fait, peu importe les conditions, par exemple, de salaire ou d'évolution possible, on va se créer un faux confort. Ce que Olivier Roland, là, on en avait parlé dans l'épisode, il appelait les pantoufles de ciment. Et en fait, on va rester bloqué dans un emploi parce que juste à cause de ce confort, qu'on n'a pas envie de changer. Après, on a vite fait de se voiler la face en disant, voilà, ça se trouve, je pourrais trouver un métier qui est mieux payé ou plus intéressant, mais j'aurais pas autant de congés, mais j'aurais pas ma voiture de fonction, et après, en fait, on s'auto-convainc de choses qui sont fausses, où en fait, on déforme la réalité. On fait un peu une sorte de biais de confirmation. On se dit, ouais, non, je vais pas changer. Et après, on cherche toutes les bonnes excuses pour pas changer. Donc, ça, c'est vraiment un point où il faut vous poser la question, si aujourd'hui vous êtes dans votre emploi depuis longtemps, est-ce que c'est pas le moment de commencer à regarder ailleurs? Je sais que moi, entre mon premier et mon deuxième emploi, mes revenus, ils ont été quasiment multipliés par 2. Alors que, en fait, dans mon premier emploi, je travaillais énormément, et au bout d'un moment, je m'étais dit, ouais, j'ai pas fait tout ça pour ça, quoi. Je veux dire, j'ai travaillé, parfois je travaillais plus que 60 heures dans la semaine. Je me suis dit, ouais, maintenant tu montes les échelons doucement, et alors j'avais une petite augmentation, je sais pas, de 100, 200 euros bruts chaque année. Je m'étais dit, vas-y, reste là-dedans. Et puis au bout d'un moment, j'ai postulé ailleurs, et là on me proposait tout de suite beaucoup plus d'un coup pour des conditions de travail qui étaient meilleures, en fait. Donc on cherche toujours le confort. On veut pas, si vous demandez la plupart des gens où est-ce qu'ils aimeraient habiter, ils vous diront qu'ils aiment que dans leur quartier ou dans leur village, ils pensent que c'est le meilleur endroit du monde. Et c'est pareil pour les emplois. Donc posez-vous la question, si vous estimez que vous n'êtes pas assez payé, que vous n'avez pas assez de congés, que vous n'avez pas assez de perspectives d'évolution, si ce serait pas bien de commencer à chercher ailleurs. C'est pas parce que vous cherchez que vous allez partir, mais ça peut valoir le coup de se poser la question. Ensuite, le point suivant que j'ai mis, c'est ne jamais oser négocier. Alors c'est vrai que, en fait, j'ai jamais fait vraiment d'épisode où je parlais. Donc, je vous rappelle que j'ai sorti un livre en mai qui s'appelle Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat. Mais en fait, j'ai jamais fait vraiment d'épisode promo, pub dessus. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, j'aurais peut-être pu en faire un. Mais en tout cas, surtout pour les Français, on n'a pas de culture de la négociation, et on n'ose pas négocier. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, ne pas négocier, ça peut vous coûter vraiment des années de vie, en fait, enfin des années de revenus. Surtout quand on parle d'immobilier ou de l'achat d'une voiture, ça fait tout de suite énormément d'argent. Et aussi, il faut pas forcément regarder
par rapport à ses revenus. Si vous gagnez 3 000 euros par mois, faut pas vous dire que j'ai payé un truc 3 000 euros plus cher. En fait, j'ai perdu un mois de salaire. Non, vous avez perdu peut-être 3 ou 4 ou 5 mois d'épargne. Donc, c'est ça vraiment la question qu'il faut se poser quand vous achetez des objets chers. Ça vaut vraiment la peine de négocier ou en tout cas de comparer. Combien j'entends de personnes qui font faire des travaux chez eux, des travaux super élevés avec des montants qui sont fous et qui ont pas comparé, qui ont fait, en fait, ils ont un ami qui leur a dit, voilà, tu peux faire appel à ça, je connais. Mais je sais pas, c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui a une société qui vend des fenêtres que cette personne, elle a le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et puis, si c'est votre ami, à la limite, bah, vous vous dites, bah, autant qu'il gagne bien sa vie. Donc, en gros, c'est un peu peut-être au détriment des clients. Donc, faites toujours comparer et négocier. Si vous voulez, je fais ma petite pub, mon livre, il coûte moins de 5 euros en e-book sur Amazon. Et en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Vous allez gagner à force de négocier vraiment des années d'épargne ou de revenus. Alors, on peut pas négocier pour tout, faut pas. Et moi, personnellement, je négocie que les choses qui sont chères ou les choses qui sont récurrentes, du style les assurances, les abonnements, les choses comme ça. Je négocie pas, je sais pas, la bouffe ou dans les. Mais voilà, ne pas oser négocier, c'est aussi un bon moyen de rester dans sa rat race plus longtemps que prévu. Et ensuite, j'ai mis un point comme ça, ce sera le dernier point pour cette histoire de comment rester dans la rat race. Après, on va voir les solutions. C'est se méfier de tout. En fait, si le meilleur moyen, je pense, de quitter la rat race, c'est peut-être d'être un peu précurseur dans un domaine. Donc, là, le domaine qu'on a tous en tête en ce moment, c'est les crypto-monnaies. Ça peut être, il y a quelques années, la location courte durée. Voilà, il faut pas se dire que, en fait, faut être, je pense, faut être sceptique sur les choses, surtout quand ça paraît d'être de l'argent facile ou gratuit. Là, on dit there is no free lunch. Mais faut quand même peut-être se poser quand vous entendez parler de quelque chose qui paye bien ou, enfin, je sais pas. Si vous regardez par exemple les youtubeurs si demain vous vous dites peut-être je vais être youtubeur, influenceur ou que sais-je, à la base ça paraissait peut-être de la science-fiction. Maintenant on voit bien qu'il y a des gens qui en vivent, mais si vous aviez été là au début, vous auriez eu peut-être une audience suffisante et puis vous auriez pu quitter tout de suite votre métier. Ou par exemple, j'avais fait l'interview de Nicolas, là, Automatique BNB. Lui, il fait de la sous-location en Airbnb. C'est pas un truc qui est super courant. Je pense que dans votre cercle, vous connaissez peut-être personne qui fait ça. Mais c'est pas pour ça que ça fonctionne pas. Donc, quand on vous parle, vous entendez une opportunité qui existe, creusez le sujet, regardez s'il y a des gens qui gagnent vraiment de l'argent avec ça, s'il y a des gens qui en vivent, regardez les résultats, regardez pas les promesses, mais regardez vraiment les résultats. Et si vous vous méfiez de tout, vous allez rien faire et en fait vous allez juste rester dans votre rat race, quoi. Il y a un autre point que j'avais mis qu'on peut mettre avec, c'est en fait n'avoir qu'une seule source de revenus. Si vous avez qu'une seule source de revenus, on dit que vous êtes à un pas de la pauvreté, et c'est vrai, surtout si vous dépensez tout l'argent que vous gagnez. Donc, en fait, à force de vous méfier de tout, vous allez rien oser faire. Et je prends l'exemple d'une banque. Admettons que la banque, vous lui dites que vous investissez en bourse, elle va peut-être trouver ça risqué. Mais en fait, moi, par exemple, j'ai des actions HSBC. Les actions, elles ont dégringolé et ils sont en train de faire des plans, ils sont en train de se faire racheter en France et tout. Donc, en fait, la banquière, elle va vous dire, en gros, que vous prenez des risques à avoir des actions à être sur le marché des actions, parce que pour le grand public, ça paraît risqué. Mais la banquière d'HSBC, sa boîte, elle est en train d'aller assez mal. Et elle va se faire racheter et en fait son emploi il est pas assuré. En plus voilà, il y a les changements technologiques et tout. Donc n'avoir qu'une seule source de revenus parce qu'on s'est méfié de tout et qu'on n'a rien essayé de faire, ça peut vraiment vous garder dans cette rat race. Et en fait parce qu'il y a quand même deux genres de rat race. Il y a la rat race, on dépense tout l'argent qu'on a, on a une grande maison, on roule en Porsche. Et puis il y a la rat race de la galère, quoi. Je veux dire. Où on a du mal à trouver un appart en loc, où on peut pas partir en vacances parce qu'on n'a pas d'argent.
c'est quand même pas exactement les mêmes rat race, hein, même si la finalité c'est la même, c'est que vous allez devoir travailler toujours plus pour assurer votre train de vie. C'est quand même pas la même. Donc, si vous avez qu'une seule source de revenus, eh ben, c'est un très très bon moyen de rester dans la rat race. Alors, on en arrive à la deuxième partie de cet épisode, parce que moi, je suis pas un parti d'extrême droite, gauche ou que sais-je, qui fait que critiquer et qui donne pas de solution. Donc, je vais essayer de vous donner mes solutions aux problèmes que je viens d'énoncer. Alors, le premier problème, c'était trouver donc j'avais dit que c'était en fait d'avoir des revenus qui étaient pas stables ou pas assez importants. Alors, la solution que je vois à ça, moi, pour augmenter ses revenus, alors la solution en fait, moi, c'est deux solutions que moi j'avais, que j'ai fait. Il y en a, c'était un peu un hasard, un concours de circonstances, mais maintenant, je me rends compte a posteriori que c'était peut-être la bonne solution. C'est pour augmenter ses revenus, faut être soit sur un marché qui vous paye bien, soit dans un secteur qui vous paye bien. Les secteurs qui payent bien, alors moi ce que je vois, c'est tout ce qui est la santé, genre médecin, pharmacien. Si vous êtes encore au tout début de vos études, en fait c'est les métiers qui sont protégés, médecin, pharmacien, les notaires, les huissiers, ils sont aussi souvent bien payés. Donc ça, quand il y a des concours et tout ça, bon, c'est pas accessible pour tout le monde. Après, il y a des métiers où il y a de l'argent. Par exemple, quand vous êtes dans l'immobilier, eh ben, vu que c'est des gros montants, si vous prenez une part de ça, ça peut vous faire de l'argent. Mais après, en fait, ce que moi, je vous conseillerais plutôt, alors c'est pas pour tout le monde, mais c'est d'être dans un secteur qui est un peu pas trop sexy, quoi. Par exemple, il y a des gens, je sais, qui sont élagueurs, là, qui coupent les arbres. Il y a pas trop de gens qui veulent faire ça. Et du coup, c'est bien payé. Moi, j'étais, c'est encore, voilà, je tire l'essentiel de mes revenus d'un métier qui est, alors c'est pas le métier avec lequel vous allez draguer les filles en boîte, mais en tout cas, c'est un métier sur lequel il y a peu de concurrence et du coup, on vous paye bien pour peu que vous vous spécialisez vraiment dans ce métier, on vous paye bien. Michel, mon associé, lui, voilà, il a fait une école de co et ensuite il est parti faire un CAP plombier chauffagiste et maintenant en ayant ces deux casquettes donc du métier manuel mais en même temps d'avoir la réflexion que les études lui ont permis d'avoir. Alors il y a des gens pour qui c'est inné, mais en tout cas lui il est vraiment du coup il a les deux casquettes, on va dire, il comprend un peu les histoires de commercial et en même temps les histoires de technique. Et ça lui permet, voilà, il a pu avoir des revenus qui ont augmenté et de se rendre un peu indispensable. Donc c'est pour avoir des revenus qui sont plus importants et qui sont stables, le mieux c'est de se mettre dans un secteur soit qui est protégé par la loi, donc comme pharmacie, notaire, les huissiers. Je sais pas si, pour ceux qui le savent pas, les huissiers gagnent beaucoup mieux leur vie que les avocats en France. Voilà, c'est pas du tout sexy. Je sais pas s'ils ont un numéro, s'il y a une restriction au niveau du nombre d'études. Je sais que le concours, il est assez compliqué. C'est pour ça qu'il y a Claire d'huissier sur Instagram qui vous aide à réussir son concours. Mais elle pourra nous dire d'ailleurs si ils sont limités. Mais en tout cas, voilà, vous dites que vous êtes huissier, vous n'êtes pas DJ à Ibiza, quoi. C'est pas le métier qui fait le plus rêver, mais c'est un métier qui est très bien payé quand vous avez votre étude. Je pense qu'on dit études d'huissier, et voilà, ça vous permet d'avoir des bons revenus. Pour les gens qui sont pas dans ce secteur, pour moi, le meilleur moyen d'avoir des revenus élevés, et c'est ce que j'ai fait à un moment, c'est de quitter la France pour un moment. Vous allez rien que en Allemagne. Alors bon, faut parler allemand, ok, mais ça peut venir assez vite, hein. Mais vous allez en Allemagne, vous êtes mieux payé. Moi, je connais plein de gens qui vont en Suisse. En Suisse, vous commencez à vite, c'est très 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 vite autour des 4000 €. Alors ok, les gens vont dire que le coût de la vie il est cher et tout en Suisse, mais si vous êtes un peu en mode économie surtout, vous allez très vite. Si vous êtes un couple, vous êtes à 8-10 000 €, même si vous avez 3 000 € de loyer, vous pouvez quand même épargner pas mal d'argent. Vous pouvez, donc il y a pas mal
Donc je connais des gens qui sont allés au Luxembourg, en Suisse, en Belgique. Alors en Belgique c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup d'impôts sur les revenus. Mais voilà, partir à l'étranger, ça peut être. Il y a des gens qui partent à Dubaï. Voilà, en fait ça peut être vraiment On parle toujours de la boule de neige. Donc en fait créer la petite, c'est comme vous faites une petite boule et ensuite vous la faites rouler. Après une fois que vous avez plein d'argent, vous pouvez rentrer en France. Mais je veux dire peut-être que voilà, si vous avez 100 000 euros, ça va être beaucoup plus simple d'investir que si vous avez rien, ou 5 ou 10 000. Et pour mettre 100 000 euros de côté, eh ben, quand vous gagnez 2 000 euros par mois, c'est vraiment pas simple, quoi. Donc, le mieux, c'est d'aller dans des pays qui payent bien. Vous allez, tout le monde n'a pas cette chance, mais vous pouvez aller. J'ai un ami qui est parti en Australie. Ben voilà, il est aussi super bien payé là-bas. Il y a vraiment des pays où les salaires ils sont plus élevés. Aussi, je suppose, selon les secteurs, vous allez pouvoir avoir des métiers qui sont mieux rémunérés. Donc c'est vraiment une question qu'il faut vous poser si vous avez l'impression de galérer et qu'il n'y a pas d'autre solution. Regardez pour soit changer de secteur, soit carrément changer de pays. Et puis en plus, ça fait du bien. Vous allez pouvoir parler anglais. Si ensuite vous voulez voyager et tout. Je dis pas de faire ça pour toujours, mais quelques années, ça peut être vraiment un accélérateur énorme de création de richesse. Ensuite, une fois que vous avez vos revenus qui sont assez importants ou stables, mais en fait, peu importe votre niveau de revenu, ce qu'il faut que vous fassiez absolument, ça je l'avais lu dans le livre d'Olivier Seban, qui est gratuit sur son site, hein, si vous voulez le télécharger. Tout le monde mérite d'être riche, je crois que ça s'appelle. Et c'est d'épargner 15 à 20% de son salaire dès le départ. Donc, quand vous avez vos revenus, vous faites alors, surtout si vous avez des revenus stables, c'est hyper simple. Vous mettez direct 10, 15, 20% de votre salaire le premier du mois qui part sur votre compte épargne. Et ça, c'est non négociable. C'est vraiment un virement qui doit être automatique. C'est pas à la fin du mois, je regarde combien il me reste. C'est 15 à 20% de votre salaire, boum. Vous l'envoyez directement sur un compte épargne. Comme ça, votre niveau de vie, il va jamais, en fait, tenir compte de ces 15 ou 20%. Je connais des gens qui le font et après, quand tu parles avec eux, ils disent, ouais, mais en fait, je gagne pas assez. Je dis, mais tu gagnes assez parce qu'au final, tu dépenses déjà pas tout l'argent que tu gagnes, donc c'est que tu gagnes assez. Alors c'est sûr qu'on en veut toujours plus, mais épargner 15 à 20% de son salaire, c'est énorme. Quand vous pensez je sais pas, même sans investir, imaginez, vous faites ça pendant 40 ans. Après, ça veut dire que vous avez mis déjà 7-8 ans de paye de côté le jour où vous allez à la retraite. Donc après, l'idée, c'est vraiment que cet argent, il fasse des petits, mais je veux dire 20%. Donc ça fait qu'en fait, tous les 5 ans, vous avez mis 1 an de côté. Ou alors ça peut vouloir dire, par exemple, si vous voulez faire, je sais pas, un tour du monde, mettons à 30 ans, vous en avez trop marre de votre boulot. Et ben, si vous avez mis 15-20% de vos revenus de côté, ça veut dire que vous pouvez vivre 1 an sans travailler. Donc ça, c'est vraiment crucial. C'est quelque chose, je trouve, qui passe sans douleur. C'est un peu comme la TVA. On paye les 20% de TVA. On s'en rend pas compte. Voilà. Et puis, au final, pour l'État, je crois que c'est quasiment la moitié des recettes de l'État. Donc, vous faites ça. Et ensuite, quand vous avez des augmentations, vous mettez 80% de l'augmentation. Alors, net d'impôt, hein, bien sûr, mais directement, vous la rajoutez. Donc, si on vous augmente de 100 euros, vous mettez 80 euros en plus pour en fait que votre niveau de vie rattrape pas ce niveau de salaire. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le truc le plus puissant, le plus indolore pour se créer vraiment une épargne qui est conséquente, quoi. Et vraiment, si vous aviez qu'un seul truc à retenir de cet épisode, c'est de faire ça. Voilà, là, je sais pas quand vous l'écoutez, vous posez, vous regardez, vous gagnez, je sais pas moi, 2 000 euros par mois, vous faites un virement de 300, 400 euros directement en début de mois sur votre compte épargne. Et ensuite, quand vous êtes augmenté, boum, vous pensez à moi, vous dites, ok, j'ai été augmenté de temps, vas-y, je vais rebalancer 80% sur mon compte épargne. Ensuite, donc pour sortir de sa rat race, là on a mis en place donc les 2 éléments qui sont les plus importants pour investir. Donc c'est avoir des bons revenus et de l'épargne. Et ensuite, le mieux c'est d'acheter le plus tôt possible des actifs. Donc comme on l'a vu, les actifs, leur valeur elle a tendance à augmenter. En plus, ces actifs, donc les actifs, ça va être quoi? De l'immobilier, des actions, à la limite de la crypto. Enfin, moi je vous conseille la crypto en ce moment, c'est un peu
c'est vraiment un truc, ça peut aller dans les deux sens, mais s'y intéresser, mettre un petit billet, c'est une bonne idée. Après, voilà, on voit quand il y a un flash crash, là, que vous perdez 20 ou 30% en une nuit. Ça arrive pas même avec la bourse, hein. Donc, la crypto, ne mettez pas une trop grosse partie de votre patrimoine dessus, mais ça vaut la peine de peut-être d'y rentrer un peu. Mais en tout cas, pour l'immobilier et les actions, rentrez le plus tôt possible, et c'est vraiment ce qui est super important pour quitter votre rat race je pense qu'avec la bourse, on double son capital en 7 ans. Et en fait, donc quand vous voyez, si vous commencez à investir vers 20 ans, 25 ans, même 30 ans, peu importe, mais que vous doublez votre capital en 7 ans, ensuite 7 ans après, il aura fait donc x4, et pendant ce temps, vous injectez toujours de l'argent dessus. Quand je parlais d'épargner les 15 à 20%, bien sûr, c'est pas pour d'abord vous les épargner pour vous créer un fonds de sécurité, mais ensuite l'idée c'est que cette épargne elle parte dans des actifs, quoi. Et donc c'est comme ça que vous allez créer votre boule de neige. Et après le mieux c'est effectivement d'acheter de l'immobilier le plus tôt possible. Alors résidence principale ou pas, si vous pouvez acheter votre résidence principale, si vous êtes dans un endroit où les prix de l'immobilier sont pas trop chers et que vous avez des prétentions qui sont normales, voilà, si vous avez 25 ans, que vous avez passé vos années d'études dans un 9 mètres carrés ou un 15 mètres carrés, vous pouvez vous acheter dans plein de villes, peut-être un T2 ou un T3 de 50 mètres carrés avec une place de parking et vous serez très satisfait. C'est peut-être pas le moment d'acheter tout de suite la maison avec la piscine. Donc ça peut être pour votre résidence principale. Au moins, ça vous fera éviter, ça vous évitera de payer un loyer. Et le jour où vous allez la revendre, peut-être parce que là, votre situation va changer. Ça va vous ramener beaucoup d'argent. Ou sinon, investir dans du locatif, hein. Forcément, chaque mois, vous touchez des loyers. Chaque mois, si l'immobilier il augmente, votre patrimoine il augmente d'autant. Donc, achetez le plus tôt possible. Il y a des études. Je vais la chercher. Ouais, voilà. Donc j'ai retrouvé sur un site. Bon, c'est un exemple qui est souvent donné, mais par exemple, il y a 2 frères jumeaux. Ils les appellent James et William là sur le site où je suis, therichdog.com. Alors, il y a un frère qui a commencé à épargner $4,000 par année à 20 ans. Et il le fait jusqu'à ses 40 ans. Donc, c'est avec un taux d'intérêt de 10%. Bon, 10%, c'est beaucoup ou pas beaucoup, ça à vous de voir. Mais en tout cas, c'est pour vous donner un ordre d'idée pour ceux qui connaissent pas la comparaison. Donc, un des frères, il a commencé à mettre $4,000 par an jusqu'à ses 40 ans de côté, qu'il a fait tourner à 10%. Et à 40 ans, il arrête complètement de mettre de l'argent dessus. Il laisse juste les intérêts travailler. À côté de ça, il y a son frère qui s'appelle James. Donc l'autre, c'était William. Lui, il met 4,000 € par an, mais il commence que à 40 ans. Et il le fait, lui, jusqu'à ses 65 ans. Donc un, il a fait de 20 à 40 et l'autre de 40 à 65 ans. Et donc le premier, lui, il aura mis $80,000 en tout. Donc $4,000 de 20 à 40 ans, donc pendant 20 ans. Et l'autre, il aura mis $100,000, $4,000 pendant 25 ans. Et en fait, à l'âge de la retraite, celui qui a commencé à 20 ans, donc qui a mis il a mis que $80,000, lui, il aura un patrimoine de 2,5 millions de dollars, alors que celui qui l'a mis à 40 ans, lui, il aura un patrimoine que de $400,000. Donc on voit l'écart, il est énorme. C'est quasiment du x6 là de tête. Donc plus vous investissez tôt, plus ça vous rapporte. Après, on voit quand même que le frère qui a commencé à 40 ans, ces $100,000, ils sont devenus 400,000. Bon, alors il y a un taux d'intérêt de 10%. Nous, on peut plutôt espérer du 7% en général, mais bon, peu importe. 100,000, c'est devenu 400,000, corrigé d'inflation et tout. On est quand même pas mal, quoi. Dans 25 ans, les prix, ils ont pas fait x4 sur la plupart des objets de consommation. Donc, investissez tôt, le plus tôt possible, et vous aurez des résultats tôt ou tard. Ensuite, la solution, si c'est pour si vous n'avez pas réussi à avoir des revenus qui sont suffisants, ou que vous n'êtes pas satisfait, ou peut-être que vous avez 3 enfants et que tout votre argent part là-dedans, je pense qu'une bonne solution, c'est d'avoir un side business. Alors il y en a plein. La plupart prennent quand même du temps. Je veux dire, si vous voulez être, je dis une bêtise, youtubeur, ça peut prendre du temps. Mais
Là, ce que je vois en ce moment, en tout cas dans mon domaine et mes domaines de compétences, vous pouvez, ce qu'on voit pas mal, c'est l'affiliation. Il y a des gens qui, là, je suis une fille sur Instagram. Elle a pas beaucoup d'abonnés. Elle doit avoir peut-être 2000 abonnés et elle poste en ce moment. Elle sort plus de 1300 € par mois d'affiliation en fait. Donc ça peut être une solution, développer une audience dans un domaine précis et faire de l'affiliation. Par exemple, les plus connus, c'est les banques. Boursorama, ils donnent une centaine d'euros. Les plateformes de crypto, pareil. Enfin, c'est moins, mais ils peuvent donner aussi des bonus d'affiliation. Donc, il y a ça qui existe. Comme je vous ai dit, moi, j'ai écrit un petit livre sur Amazon. Alors, c'est pas tout ça qui va me faire vivre. Et aussi, moi, tout dépend de votre niveau de vie. Je veux dire, il y a des personnes pour qui 200 € par mois, ça peut leur changer la vie et c'est peut-être ce qui leur manque à épargner. Mais vous pouvez tout à fait écrire un livre, faire des petites formations dans votre domaine de compétences. Vous pouvez être freelance. J'avais fait un épisode avec Ambroise Debray. Il m'a dit qu'il a eu pas mal de retours, donc merci à ceux qui l'ont contacté. Voilà, vous pouvez être freelance peut-être dans votre domaine. En fait, ce qu'il faut vraiment que vous teniez compte, c'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous gardez. Alors, il peut y avoir des moyens de garder de l'argent. Donc, j'ai déjà interviewé, ou même avec Delphine. Il peut y avoir des moyens d'économiser, mais il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir économiser sur tout. Et donc, peut-être que vous, avec vos revenus, vous arrivez que à épargner 100 € par mois ou 200 € par mois. Et en fait, si vous arrivez à vous créer une source de revenus complémentaire, peut-être que de 200 ou 300 €, ça va complètement changer votre niveau d'épargne. Lui, il va faire x2 ou x3. Donc, si vraiment vous êtes bloqué, il y a plein de raisons dans la vie qui nous bloquent à un endroit. Hein. Je veux dire, vous devez vous occuper de vos parents qui sont âgés, vous avez des enfants, vous avez un métier qui est super spécifique. Je sais pas si vous êtes chercheur en fusion nucléaire. Il y a pas 1 million d'endroits en France où vous allez pouvoir travailler là-dessus. Donc, ça peut être vraiment intéressant de développer des revenus complémentaires. Et si je devais en voir, si vraiment vous avez envie, pour moi, celui de la sous-location là de Nicolas, donc moi j'en fais pas, mais ça me paraît vraiment quelque chose de hyper simple, quoi. Enfin, je veux dire, vous visitez, vous proposez aux gens, vous mettez sur les plateformes, vous faites les entrées-sorties. Alors, ce sera vraiment un job en plus, mais ça paraît, enfin, ça nécessite vraiment aucune compétence et juste du temps et de l'engagement, quoi. Donc, posez-vous la question de si vous pouvez pas avoir une source de revenus complémentaire, si vous estimez que vos revenus sont trop faibles pour investir. Et ensuite, le dernier point, ce sera ma conclusion de cet épisode, c'est que faites pas des petites économies. En fait, c'est vraiment, faut penser loi de Pareto 80-20. La vie, ça passe vite quand même. On n'est pas là pour se priver pour un futur anecdotique où on sait pas ce qui va se passer. Pensez pas non plus que vous allez pouvoir ne pas travailler, que vous allez être super satisfait de ça, même si vous avez des revenus élevés. Tôt ou tard, vous allez être en quête de sens de quelque chose et c'est tant mieux. Donc, ne sacrifiez pas non plus des années de vie pour un futur hypothétique, quoi. Je veux dire, au final, peut-être que vous avez jamais passé plusieurs semaines ou mois sans travailler. Donc, ne pensez pas que ça va être génial. Le travail, ça vous apporte quand même un cercle social, peut-être un développement intellectuel, il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment ce qu'ils font ou qui aiment au moins le domaine dans lequel ils font. Et aussi peut-être que dans votre métier actuel, il y a des possibilités d'évolution. Alors ça peut pas être forcément que de l'argent, mais peut-être que vous allez pouvoir, je sais pas, il peut y avoir un nouveau groupe de travail dans un domaine qui se crée. Ou voilà, peut-être que vous pouvez aussi améliorer votre satisfaction au travail en interne. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous avez la liberté financière ensuite, là, vous pouvez décider, soit vous restez dans ce travail, soit non, soit vous travaillez moins. Et en tout cas, travailler parce qu'on a besoin de manger ou travailler pour s'épanouir, c'est pas du tout la même chose. Donc, sacrifiez pas non plus des années de vie dans une quête qui est impossible à avoir.
Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est en fait, ne faites pas des petites économies. Donc, ce qui compte, si vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté et que vous êtes bloqué pour emprunter, c'est les grosses dépenses. Les grosses dépenses, c'est quoi? C'est le logement. Alors, comme je vous ai dit, ne vous trouvez pas des fausses excuses en mode j'ai des enfants, ils ont besoin d'un jardin. Si vous n'êtes pas du tout épanoui dans votre métier et que vous voulez absolument changer, eh ben vous expliquez à vos enfants, enfin, je suppose que c'est faisable, hein, de leur expliquer que va falloir vivre un peu autrement quelque temps. La voiture, c'est pareil. Bon, moi, j'ai fait un épisode comment est-ce que je roule gratuitement, mais c'est pas pour tout le monde. Voilà, ça c'est un gros poste de dépense. Peut-être qu'il faut que vous rouliez dans une voiture qui est moins chère. Peut-être que voilà, faut vendre la voiture actuelle. Si on vous propose une voiture de fonction qui est beaucoup moins chère, même si elle est d'un niveau inférieur, bah peut-être que c'est le moment d'en profiter. Donc logement, voiture, nourriture. Alors je dis pas de manger les pâtes de la marque Pouce là toute la journée, mais la nourriture, bah c'est une grosse source de dépenses. Les sorties et les vacances. Pour moi, c'est ça les cinq leviers sur lesquels il faut jouer. N'allez pas, je sais pas moi, pour pas payer un ticket de bus, aller au bureau à pied, et que ça vous prend 3 fois le temps. Ou voilà. Comme je vous ai dit, une bonne manière d'augmenter vos revenus, c'est d'avoir un business à côté. Donc, réfléchissez comme ça. Est-ce que si je vais au supermarché qui vend des trucs à moitié périmés et que je gagne 10 euros, ou que j'ai la carte de fidélité, ou je sais pas, qui va me faire économiser 5 euros, ça vaut le coup par rapport au fait que je puisse passer 1 ou 2 heures sur un business qui peut éventuellement augmenter. Donc voilà, on arrive au terme de cet épisode. N'oubliez pas que là, alors il y a des gens qui peuvent quitter la rat race super vite. Je pense notamment à Céline là que j'ai interviewé il y a pas longtemps, en 2 ans elle est sortie de là. Il y a des gens ça va encore plus vite, mais en général quand vous voulez le quitter via l'investissement, ça prend du temps. L'immobilier s'il prend 10% ou 5% par an, et ben l'année où la valeur d'appartement elle aura déjà doublé, ben les 5% ils auront beaucoup plus d'impact que la première année. C'est pareil pour la bourse, c'est pareil pour les cryptos, c'est pareil pour tout. Donc c'est un processus qui est lent. C'est pas une course, pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Donc, prenez votre temps, profitez, essayez de tout faire pour être satisfait de votre vie à aujourd'hui, mais sans oublier le futur. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Pour rappel, ce week-end, je serai à Lyon au dîner de Noël des Gentlemen Investisseurs. Donc, pour ceux qui seront là-bas ou si vous êtes à Lyon, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, à très bientôt. Bye bye.